Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct, à la radio et à la télévision. Il est avec nous, il s'appelle Gilles Albou. Il va falloir s'habituer à ce nouveau visage. C'est notre nouveau vice-recteur. Monsieur Albou, bonjour. Bonjour, mais merci de me recevoir. Mais comme on dit ici à Mayotte, caribou, bienvenue sur notre île. Vous arrivez tout droit du Languedoc-Roussillon, ça doit faire un sacré changement. En termes de température, il fait beaucoup plus frais ici. Oui. C'est clair, surtout en ce moment. Alors, pour être tout à fait complet, on a pu regarder un petit peu votre CV, un spécialiste des mathématiques, et pas que vous. Hein. Bah écoutez, merci de me flatter. Hein oui, effectivement, les mathématiques, ça a été mon premier sujet. Ouais. Hein et bon, je suis chercheur, enseignant-chercheur en mathématiques. J'ai jamais arrêté d'enseigner. Malheureusement, cette année, ça va marquer la fin de mes enseignements, mais le début d'une nouvelle aventure. Ouais. Je resterai mathématicien, évidemment. Une nouvelle aventure avec une feuille de route et un objectif très clair, monsieur Albou. Il faut qu'au 1er janvier 2020, on bascule dans le rectorat. Ce sera fait. C'est sûr? On C'est pourra sûr. tenir les délais? Alors écoutez, les équipes, et notamment les équipes administratives, ont été sur le pont. Oui. Tout est prêt. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, ce sujet est derrière nous. Oui. Le sujet important maintenant, c'est de construire l'école de demain et l'école pour les Mahorais. Ouais. Quand je dis l'école, le collège, le lycée. Bien sûr. Donc transformer un vice-rectorat en rectorat, en C'est soi. plus administratif qu'autre chose, là. Voilà. Ouais, ouais. Ce qu'il faut derrière, c'est que il y ait un projet qui sorte, un projet qui corresponde aux enjeux nationaux, mais aussi aux spécificités locales. Et c'est là-dessus qu'on va travailler. Alors, comment s'adapter justement à des spécificités locales quand on a un programme national? Allez, le premier truc. À partir du 1er janvier 2020, nos gamins dès 3 ans doivent pouvoir rentrer à la maternelle. Est-ce qu'on a la capacité aujourd'hui de pouvoir dire, eh ben voilà, dans 6 mois, tous nos gamins de 3 ans vont pouvoir aller à l'école? Est-ce qu'on a assez de place? Alors, effectivement, pour toutes ces réformes, et c'est ce que j'ai dit lundi en réunion devant l'ensemble des cadres, Oui. on se place dans un triangle. Au sommet, évidemment, il y a les directives nationales, Ouais. et on a la chance justement d'avoir une feuille de route très claire qui nous a été donnée par le ministre Jean-Michel Blanquer et qui met l'école au centre aujourd'hui des priorités, Bien sûr. avec priorité évidemment sur les enseignements primaires parce que c'est là où tout se joue, Bien sûr. et puis derrière la réforme du bac, aussi la réforme de la voie professionnelle. Donc on a une feuille de route très claire, et puis le deuxième point du triangle, c'est qu'il faut qu'on pense à l'élève d'abord. Et évidemment, on va dire, c'est le premier point d'adaptation, travailler sur la pédagogie, s'adapter à tous les publics. Et vous savez que dans cette réforme de Jean-Michel Blanquer, il y a aussi la prise en compte des élèves en situation de handicap, et donc avec l'école inclusive. Donc il y a un certain nombre de mesures qui sont spécifiquement aussi à mettre en œuvre pour s'adapter à l'élève. Et donc, pour nous, au niveau du rectorat, ça veut dire décliner des expériences pédagogiques et qui vont l'être dans chaque établissement. Et puis le troisième point du Ça veut triangle, dire, évidemment. pardon, sur le deuxième point, ça veut dire qu'on va travailler beaucoup plus sur le côté pédagogique des choses? Ah, bien sûr, Oui. bien sûr. Je reviendrai sur Oui. sur ce deuxième point. Et puis le troisième, c'est évidemment travailler avec les acteurs locaux. Les acteurs locaux, c'est les associations de parents d'élèves. Ce sont évidemment les élus locaux. Et puis c'est le monde socio-économique, parce que on peut pas préparer les élèves sans penser à leurs débouchés. Et leurs débouchés, évidemment, pour ces élèves, il faut qu'ils soient sur l'île, et donc il faut les former aussi en cohérence avec les attentes du monde socio-économique. La construction d'établissements, elle est importante ici à Mayotte, et on en attend encore plus, beaucoup plus. Les syndicats se sont succédés sur ce plateau en disant on a eu des promesses de construction de classes, on n'est pas encore à la hauteur des promesses. Est-ce que dans la feuille de route que le ministre Blanquer a pu vous donner, est-ce que ça en fait partie? Évidemment. Évidemment, et vous avez raison de le rappeler, l'État a fait non seulement des promesses, mais
tient ses engagements. Nous avons 500 millions d'euros d'engagement pour des rénovations et des constructions pour les établissements scolaires, primaires et secondaires. Alors évidemment, se pose la question aujourd'hui de conjuguer à la fois l'urgence, oui, et donc construire rapidement et faire des rénovations rapides, et puis aussi préparer l'avenir, et derrière, évidemment, prendre aussi le temps de mettre en place des établissements nouveaux. Et alors là, évidemment, ça prend du temps. Moi, j'ai été dans une autre vie à la tête de ce qu'on appelle une communauté d'universités et d'établissements, oui, qui gérait l'opération campus, là aussi 500 millions d'euros. Et entre le moment où on lance un projet et le moment où on inaugure le bâtiment, il se passe un certain nombre d'années. Ça, c'est aussi évidemment la rançon de la qualité. Ouais. Si on veut des bâtiments de qualité, il faut un concours d'architectes, il faut aussi le temps que les constructions solides se fassent. Donc entre l'urgence et des fois, on va dire, des constructions plus modulaires et préparer l'avenir, on jouera sur les deux tableaux. Et donc on va répondre à ces enjeux, et vous pouvez compter sur moi évidemment pour que ceci se fasse dans les plus brefs délais. Monsieur le vice-recteur, dans 6 mois on dira monsieur le recteur, les résultats du bac à Mayotte sont décevants. Il faut le reconnaître. Ils sont pas bons. En tout cas, on s'attendait à mieux. C'est aussi pour ça que le projet pédagogique doit arriver sur le haut de la pile, le travail qu'il y a à faire. Alors vous avez tout à fait raison. On arrive à échéance du projet pédagogique tel qu'il avait été conçu par la rectrice, enfin la vice-rectrice Nathalie Costantini. Oui. Donc avec mes équipes, on va évidemment s'appuyer sur les réflexions qui ont eu lieu cette année et construire le prochain projet pédagogique. Donc ça c'est important. Vous parlez des résultats décevants du baccalauréat. Ça souligne aussi en creux que on n'a pas baissé le niveau. C'est-à-dire le niveau du bac. C'est-à-dire qu'on aurait pu aussi, évidemment, et on l'entend parfois, remonter artificiellement les notes. C'est très important aussi de rassurer les familles et de rassurer les élèves. Le baccalauréat à Mayotte est un baccalauréat qui, derrière, peut se monnayer. Et j'ai remis des bacs, c'était samedi, et je demandais aux élèves quelles étaient leurs poursuites d'études. Il y en a qui vont dans les meilleures classes préparatoires parisiennes. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Oui. Et donc, et c'est cette qualité-là du baccalauréat à Mahorais qu'il ne faut pas non plus diminuer. Il faut que les élèves. Mais ça reste des exceptions. Globalement, on a quand même un niveau global qui a baissé. Alors vous avez raison, et là-dessus il faut faire des analyses. Il faut essayer de comprendre pourquoi cette année spécifiquement les résultats ont été décevants. Alors vous savez qu'il y a eu les événements qu'on connaît en 2018 et alors derrière. En 2018, il y avait eu un accompagnement spécifique pour les élèves pour rattraper. Ça n'a pas été fait en 2019, donc ça aussi c'est un enseignement. Ça veut dire que à Mayotte, plus qu'ailleurs, il faut qu'on accompagne nos élèves pour réussir au bac. Et puis derrière, il va falloir qu'on analyse les résultats lycée par lycée pour voir quelles ont été les expériences pédagogiques conclusives et s'appuyer sur ces expériences-là. Et puis, comme vous l'avez dit, et ça a été rappelé par aussi les associations de parents d'élèves que j'ai reçues, pour bien réussir, il faut travailler dans des bonnes conditions. Donc vous parliez des locaux, on pourrait parler de la restauration scolaire, on pourrait parler aussi d'autres sujets. Donc c'est un tout. Et puis, je me permets aussi de souligner, puisque vous aviez commencé par parler des mesures nationales, d'ici 2 ans, donc nous allons avoir le nouveau bac, et je pense que c'est un système qui permettra aux étudiants, aux élèves, lapsus de mon ancien métier, et aux futurs étudiants, aussi de se projeter et d'avoir une orientation qui ne soit plus une orientation par défaut, mais une orientation choisie avec le système de spécialité. C'est important de rappeler aux parents et aux élèves qui se posent des questions sur leur avenir que on va aller vers des nouvelles pratiques et des nouvelles modalités d'orientation avec ces fameuses spécialités. Et à Mayotte, alors qu'au niveau national, on nous demandait d'ouvrir 7 spécialités parmi les 11 dans un maximum d'établissements. À Mayotte, dans l'ensemble des lycées, 7 spécialités sont offertes à l'ensemble de nos élèves. Je crois qu'au niveau national, c'est 91% des établissements. À Mayotte, c'est 100%. Monsieur Albou, tout ça, c'est génial, mais ça ne pourra pas se faire sans les enseignants.
Aujourd'hui, Je suis tout à fait il y a d'accord. une polémique qui existe entre les contractuels et les autres. On a le sentiment qu'on manque de professionnels. On a le sentiment que, c'est plus qu'un sentiment, qu'il y a un problème sur l'attractivité. Les syndicats le rappellent régulièrement. Est-ce que, dans votre feuille de route, cette notion sociale rentre en ligne de compte? Alors d'abord, évidemment que cette notion sociale entre. Ouais. Hein. Et j'ai demandé à mes équipes, et notamment à mon directeur de cabinet, de prendre le plus rapidement possible rendez-vous avec les organisations syndicales. Donc je vais en recevoir quelques-unes là avant la fin du mois d'août, certains avant la fin du mois de juillet, certains on va dire préfèrent et seront plus disponibles au mois d'août. Donc je vais évidemment les rencontrer, et c'est le premier point. Le dialogue, ma porte est toujours ouverte pour ces discussions. Ensuite, évidemment, sur l'attractivité, bon, on a quand même un territoire qui est attractif. Moi, je vois quand même un certain nombre de candidatures. On a des jeunes qui viennent chez nous. Alors, vous allez me dire qu'ils préfèrent venir chez nous plutôt qu'en banlieue parisienne, mais c'est déjà aussi un phénomène, on va dire, assez intéressant. C'est d'aller dans d'autres départements d'outre-mer où l'attractivité est encore meilleure. Alors, peut-être, mais en tout cas, moi, ce que je leur dis, c'est qu'à Mayotte, il y a beaucoup à faire. Le territoire est passionnant. Moi, j'ai été volontaire pour venir ici. C'était mon premier choix. Donc, première expérience outre-mer aussi. Exactement. Ouais. Et parmi tous les postes de rectorat possibles, c'était mon choix numéro 1. Donc, vous voyez, dans l'éducation nationale, parfois, on a son choix numéro 1. Et puis, je voudrais insister sur quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est la formation des futurs enseignants. Oui. Donc, on est aujourd'hui dans un partenariat très intéressant et très riche avec le CUFR, qui forme nos futurs professeurs des écoles et qui les forme très bien. On a des cohortes qui arrivent aujourd'hui en fin de cycle. Je crois que on va avoir 96 nouveaux professeurs des écoles formés à Mayotte. C'est un dispositif qu'on va étendre sur évidemment les autres segments, former des enseignants du primaire, on l'a dit, mais aussi du secondaire. Et c'est un enjeu pour le territoire. C'est qu'on soit aussi nous-mêmes capables de former nos futurs enseignants. Monsieur le vice-recteur, on a une mauvaise nouvelle. Ah. Oui, c'est Kamar Boura qui a une question à vous poser. Mais c'est pas une mauvaise nouvelle. Moi, j'aimerais revenir sur, c'est vrai que sur le gouvernement Hollande, on nous avait promis les 500 salles de classe. Finalement, jusqu'à maintenant, pas encore. On les a pas encore vues. Et puis, on nous disait peut-être avec ces 500 salles de classe, on pouvait aujourd'hui passer sur le dispositif de 12 élèves par classe. Sauf qu'aujourd'hui, les enseignants, en tout cas les profs d'école, se plaignent de la surcharge. Au moins pour le CP. Hein. Exactement, la surcharge des élèves dans les classes. Est-ce que ça, il y a un programme prévu au sein? Alors, comme vous l'avez dit, le programme, il a été lancé. Et, il prend du temps, ça c'est sûr. Il prend du temps, mais parce que nous réalisons aussi, et nous avons des projets immobiliers qui se veulent être des projets de qualité. Je dis aussi qu'en parallèle, un certain nombre de constructions ont été faites. J'ai pu déjà, hein, je suis là depuis 6 jours, j'ai déjà pu me rendre compte qu'un certain nombre de projets avancent pour le primaire, vous l'avez dit, hein, et c'est très important de le dire. Et sur ce dossier-là, nous travaillons main dans la main avec la préfecture. Et ça, c'est aussi important de le rappeler. Aujourd'hui, tous les services de l'État sont mobilisés et travaillent ensemble pour la réalisation de ces bâtiments, des bâtiments dont vous parlez. Alors évidemment, ça peut être frustrant pour les habitants et pour les parents qui voient que ça prend du temps. Et c'est quelque chose qui me travaille moi aussi. Et c'est une chose sur laquelle il va falloir qu'on communique en faisant des points d'étape, en allant sur place, en discutant avec les familles, avec les enseignants aussi, parce que c'est attendu par les enseignants, et en leur montrant la chronologie, les différentes étapes d'un projet de construction, en prenant rendez-vous avec eux pour justement qu'ils puissent évaluer que les travaux avancent comme c'était prévu. Donc évidemment, ces engagements, il va falloir qu'on les tienne et qu'on les tienne dans la durée et qu'on travaille aussi avec les équipes locales et aussi avec les parents d'élèves qu'ils s'emparent de ce sujet. On est sur Quasi, il y a toujours une question qui pique les yeux, monsieur le vice-recteur, et elle arrive de nos auditeurs, notamment celle qui revient régulièrement. Nos enfants français mahorais ne sont pas admis à l'université de Dembéni parce qu'il n'y a pas assez de place. Et il semblerait que des priorités soient données à des étrangers. Quelle est votre
politique là-dessus? Est-ce qu'il y a une priorité à donner ou c'est pas nécessaire? Alors, ça m'étonnerait qu'il y ait des mots d'ordre qui aient été donnés pour donner une priorité aux étudiants étrangers. Donc, voilà, il faut faire attention aux fausses nouvelles, comme on dit, chez nous. Ouais. Voilà, Ouais. pas du tout. Vous savez que depuis donc maintenant un peu plus d'1 an a été mis en place le système Parcoursup, hein, Ouais, donc ouais. où tous les élèves font des vœux. Les vœux sont examinés par l'ensemble des équipes pédagogiques. Alors j'ai envie de dire au CUFR comme ailleurs, on regarde les dossiers, on s'attache à la qualité des dossiers. On regardera quelles sont les statistiques et on regardera effectivement quelle est la part d'étudiants, on va dire étrangers, hein, sur ce CUFR. On peut dire aussi que c'est un facteur d'attractivité, hein, d'accueillir des étudiants venus d'ailleurs. Mais votre question m'embarrasse un petit peu parce que nous avons, et sur un autre métier, j'ai été très mobilisé pour ça. Nous avons voulu le développement du CUFR sur Mayotte pour donner des perspectives d'avenir et d'études aux élèves mahorais. Et évidemment, il faut que ça leur serve. Bien sûr. Moi, j'avais, alors vous allez rire, moi j'avais le retour inverse. J'avais le retour comme quoi les élèves mahorais n'étaient pas très intéressés par le CUFR, que certains, alors je veux pas dire le boudé, mais préféraient aller faire des études ailleurs. Eh bien, c'est une bonne nouvelle si ça s'inverse. C'est une très très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'aujourd'hui le CUFR est attractif et donc. De toute manière, il va falloir pousser les murs. Et donc il va falloir pousser les murs. Vous avez raison parce que moi je vois que certaines filières sont sous tension et d'autres pourraient accueillir plus d'élèves et donc plus de futurs étudiants. Donc tout ce qui votre nouvelle, moi je la positive. Aujourd'hui, le CUFR est attractif. Et aujourd'hui, les élèves de Mayotte ont envie d'aller étudier. C'est une très bonne nouvelle. Alors après, il va falloir qu'on les accompagne. Qui dit l'accompagnement dit derrière peut-être des modules, on va dire de renforcement, de préparation. Il existe un certain nombre de dispositifs, au moins dans un lycée sur Mamoudzou, de classes préparatoires aux études supérieures pour permettre justement aux bacheliers de se remettre à niveau et poursuivre leurs études supérieures dans les filières qu'ils ont choisies. C'est un très bon dispositif, certainement à généraliser. Donc moi je dis aux familles, aux parents, qu'ils nous contactent aussi. S'il y a des très bons élèves qui sont sur le carreau, je pense qu'au CUFR, on aura à cœur de les accueillir. On a besoin aussi de votre regard sur un phénomène qui se passe à Mayotte, qui n'est pas unique à Mayotte. Hein. Vous arrivez du Languedoc-Roussillon, on l'a connu également du côté du Languedoc-Roussillon, c'est la violence aux abords des établissements scolaires. On ne peut pas passer à côté de ce sujet, monsieur le vice-recteur. Regardez cette image, des gamins, je sais pas, ils ont quel âge, 10, 11, 12 ans, qui sont fouillés par la police nationale, parce que des fois, dedans, on retrouve des couteaux, des armes blanches ou des armes par destination. Est-ce que vous avez la solution miracle? Non, je ne suis pas magicien. J'aimerais bien l'être. Vous êtes déjà mathématicien. Donc voilà. Alors, comme je dis souvent, un mathématicien, il est là pour résoudre les problèmes. Hein. Donc, ça tombe bien. Voilà. Donc, alors évidemment, il y a des problèmes qui n'ont pas de solution. Hein, et puis il y a des problèmes qui mènent du temps pour qu'on trouve des solutions. Ici, évidemment, c'est un travail qu'on mène conjointement avec la police et la gendarmerie. Vous en avez parlé de ce problème avant d'arriver? Bien sûr. Et puis, alors, je peux vous dire, puisque vous parlez des problèmes de violence aux abords des lycées. Moi, je suis pas pour qu'on cache les choses et qu'on mette les choses qui fâchent sous le tapis. Moi, alors des problèmes, il y en a, mais globalement, sur les 100 000 élèves, on va dire, c'est un cas, alors je veux pas dire par an, mais quelques cas par an, isolés. Mais c'est trop. Même un cas, c'est trop. Donc on m'a parlé d'un élève qui a été agressé par un autre élève aux abords du collège d'Amsandabouji. Exact. J'ai reçu les parents d'élèves, c'était avant-hier. Donc vous voyez que c'est un sujet aujourd'hui qui me préoccupe beaucoup. J'en ai parlé avec le général commandant la gendarmerie hier. Donc la première chose, c'est que, évidemment, il faut trouver le coupable.
Et le coupable avait été trouvé, arrêté. Donc ça, c'est aussi, et je tiens à le souligner, l'efficacité chez nous de la gendarmerie et aussi la preuve, à nouveau, qu'au niveau de l'État, tout le monde travaille main dans la main. Ça veut dire que la solution, c'est la réponse judiciaire, en fait? Alors, il n'y a pas que ça. Ouais. Il n'y a pas que ça. La solution, c'est aussi, évidemment, désengorger les établissements. Quand on a beaucoup d'élèves dans le même établissement. Vous parliez tout à l'heure, évidemment, de la construction des nouveaux établissements. M'Tsangamouji, c'est un exemple d'un collège qui a vu sa population multipliée par 2 en 10 ans. Donc, évidemment, plus il y a de monde, plus on multiplie les possibilités de violence. Donc, il y a un projet de construction d'un nouveau lycée sur M'Tsangamouji qui, par ricochet, permettra, on va dire, d'avoir un collège de plus et donc de désengorger évidemment l'ensemble des collèges. Donc ça, c'est une première solution. Moins de collégiens, ça fait moins qu'au quote minute. Puis ponctuellement, et c'est ce qu'on va travailler avec les associations de parents d'élèves responsables. Moi, je les mets aussi, je mets tout le monde autour de la table. Il faut qu'on trouve tous les solutions. C'est pas le vice-recteur qui va trouver tout seul les solutions. Les solutions, on va les trouver tous ensemble et avec les acteurs du terrain. Moi, je suis, on va dire, un coordinateur et aussi, évidemment, je porte la parole de l'État. Et tous ensemble, on va trouver des solutions avec le directeur de cabinet, avec le secrétaire général, évidemment, travailler à un meilleur accueil des élèves aux abords du collège, avec et puis aussi un peu de prévention. C'est ce que nous allons faire avec la gendarmerie, et puis là, de manière immédiate, des cellules psychologiques, parce qu'un certain nombre d'élèves, évidemment, ont été traumatisés par ce qui se passe. Oui. Donc il faut aussi préparer la rentrée. Donc des travaux, une cellule psychologique, et puis nous allons mettre en place une cellule locale de sécurité et de protection de la délinquance avec le maire, qui est aussi une réponse, on va dire, administrative. Et puis, moi, j'ai envie de suivre ce dossier particulier. Donc, j'ai pris un engagement devant l'association des parents d'élèves. Je serai à M'Tsangamouji avant la fin du mois d'août pour voir comment la rentrée se passe et voir s'il y a d'autres mesures concrètes que nous pouvons apporter. Donc, le recteur, le vice-recteur n'a pas les solutions à tout, mais il essaye de travailler avec l'ensemble des acteurs pour que, à chaque fois qu'il y a un problème, on trouve une solution. Et peut-être serrer, peut-être un peu plus la vie. C'est des questions qui arrivent. Il y a la violence à l'extérieur des établissements scolaires qui, parfois, sont commis par des élèves eux-mêmes. Est-ce que ces élèves doivent être plus punis, exclus? Est-ce qu'il faut serrer la vis? Alors, c'est évidemment, on a commencé par là. Je vous l'ai dit. Moi, mon rendez-vous hier avec le général commandant de la gendarmerie, c'est qu'il y a un coupable, il faut trouver le coupable et derrière, il faut qu'il y ait des sanctions. Et des sanctions à tous les niveaux. Et je pense qu'à ce niveau-là, il faut la tolérance zéro. On a la chance, moi je découvre cette île et je l'aime beaucoup. On est quand même dans une île qui, globalement, n'est pas une île violente. La population ici, c'est une population très accueillante. Et donc, on ne peut pas tolérer les débordements. Donc, tolérance zéro. Et si on détecte des actes de violence, il faut qu'il y ait des réponses adaptées. Et nous serons fermes. Et nous serons très fermes. Très bien. On va suivre ça. Très rapidement, Camar, la phrase de conclusion ou la question de conclusion. Patrick disait tout à l'heure, les résultats du bac n'étaient pas bons. Vous avez pris vos marques il y a 6 jours avec les 178 mentions, on va le dire comme ça. Déjà une très bonne nouvelle puisqu'ils vous ont rencontré en premier. Qu'est-ce que vous leur avez dit ? Écoutez, évidemment, je les ai félicités. J'ai félicité tous ces élèves. Comme je l'ai dit, le bac, c'est la fin d'une histoire et c'est le début d'une autre. Puisqu'il faut qu'ils se projettent vers un avenir. Ce que je leur ai dit pour ceux qui partent faire des études en métropole, d'abord que je regrettais qu'on n'ait pas les moyens de les faire rester aujourd'hui. J'espère qu'on va construire ça. Et puis j'aurais dit surtout de revenir. De revenir pour, on va dire, apporter ce qu'ils ont appris en métropole et d'en faire profiter le territoire. Et puis, ce que j'ai dit aussi à l'ensemble des personnels, c'est un grand merci. Parce que le vice-rectorat, c'est une grande machine, une grande famille, vous pouvez le dire comme ça. Et on a tenu. On a tenu dans la qualité. Les résultats aujourd'hui ne sont pas au rendez-vous, ils le seront et on va essayer de faire en sorte que tout ça s'améliore. Mais on a tenu. Le bac s'est tenu dans des bonnes conditions. Il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de dérapage. Donc je voudrais ici saluer quand même l'engagement de tous les personnels
à tous les niveaux, les enseignants, les chefs d'établissement, les personnels administratifs et techniques du rectorat, qui sont restés mobilisés jusqu'au bout. Parce qu'on a besoin d'eux pour construire, évidemment, l'école de demain. Il y a beaucoup de questions qui arrivent, monsieur le directeur. Allez, c'est la dernière, c'est promis, parce qu'on est très très en retard. C'est à cause de vous, hein. C'est à cause de vous, Si vous le dites. Il faut toujours la faute de... J'assume. D'accord, super. Non, plaisanterie à part, quelle vision partenariale avez-vous sur les MFR, Maisons Familiales Rurales, à Mayotte, qui donnent de l'enseignement autrement? Est-ce qu'il y a besoin, est-ce que vous allez pouvoir travailler aussi avec les autres formes d'enseignement? Alors tout à fait. Et, alors vous parlez des MFR, Oui. on pourrait parler aussi du lycée agricole de Cocody. Bien sûr, On bien pourrait sûr. parler évidemment de ce qui se met en place et de ce qui s'est déjà mis en place avec la gendarmerie. Tout partenariat est bon à prendre. Aujourd'hui, on est là pour développer l'éducation sur l'île. Donc, ça va être un de mes objectifs, c'est de faire travailler tout le monde ensemble. On a besoin de toutes les bonnes volontés. Merci beaucoup. Il y a encore plein de questions. Comment il est arrivé par Mayotte? On va vous le dire par avion. Par avion. Comment il a connu Mayotte? Vous nous direz une prochaine fois parce qu'on n'a plus le temps. Promis, je Promis, reviendrai. hein, vous reviendrez. Merci mille fois d'avoir choisi Coésie pour votre première sortie médiatique. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.